Salut tout le monde, et salut Hélène. Hello. Alors aujourd'hui, on retire nos impairs. Je vous rassure, on est toujours habillés en dessous. C'est juste qu'on arrête d'enquêter pour aujourd'hui, parce qu'on va parler d'une saga qu'on aime bien. Et on a chacun choisi un film qui nous tient à cœur de cette saga. Et cette saga, c'est Fast and Furious. Yes. Donc ce soir, on est là pour se battre sur cette grande question. Quel est le meilleur ? Quel est le meilleur dans cette grande franchise qui compte depuis cette année 2023 pas loin de 10 films, sans compter les petits courts-métrages qui peuvent s'introduire dans cette ligne chronologique qui est un petit peu complexe, mine de rien, quand on ne connaît pas et qu'on commence à se pencher un petit peu sur du coup cette ligne temporelle. Alors Mehdi, lequel tu es venu défendre ce soir ? Eh ben écoute, moi je suis venu défendre Tokyo Drift parce que c'est le meilleur et je veux rien savoir. On va voir ça, puisque moi je suis venu défendre celui qui n'a pas tant de défenseurs que ça, mais qui moi est mon préféré, qui est donc Too Fast Too Furious, à savoir le deuxième. Donc ce soir on va se battre pour les miettes de la galette, toi et moi. C'est parti. Bienvenue dans les miettes. Ok, alors, et aussi, je pensais à un truc, je me rends compte qu'on tourne quand même cet épisode hors série à un très bon moment, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était la fête des mères. Et tu sais pourquoi ça a un excellent rapport avec cette saga ? Pourquoi j'ai un excellent rapport avec cette saga ? Quel rapport avec la fête des mères ? Parce que dans Fast and Furious, on déconne pas avec la famille. Je dis ça alors qu'on a choisi des films qui n'ont absolument rien à voir avec cette logique-là qui sera instaurée derrière, qui n'arrive qu'à partir du 4, quelque part, peut-être le 5. Mais la famille, non, vraiment, c'est vraiment à partir du 4. C'est vraiment dans le 4e volet où on va avoir le retour après Too Fast Too Furious de Dominic Toretto et de Brian O'Connor qui vont devoir s'allier. Et c'est à ce moment-là où il va y avoir tout cette espèce d'arc au Brésil où il va y avoir la mise en place vraiment de ce noyau familial, puisque je crois que c'est dans le 4 que à un moment hyper dramatique, Mia, donc la sœur de Dominic et la copine de Brian, avoue qu'elle est enceinte. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a ce noyau qui commence à se faire et qui va lancer finalement un nouvel arc après le film que tu as choisi ce soir et qui, selon beaucoup de ses détracteurs, des détracteurs de la saga, va lancer donc la déchéance de la franchise. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des deux précédents qui sont donc le 2 et le 3. Comment est-ce que tu as découvert le 3e, Mehdi ? Alors, moi, je te propose de te parler d'abord de ma découverte du 2, parce que ça sera lié avec ma découverte du 3, en fait. Ok. Alors, tout simplement, en fait, quand j'étais gamin, j'avais un de mes meilleurs amis qui venait régulièrement chez moi, et c'était systématique, il venait plus ou moins toutes les semaines pendant une période. C'était systématique. À chaque fois, il venait avec une cassette. C'était la cassette de Too Fast Too Furious. Et à chaque fois il me proposait qu'on la regarde et j'étais absolument pas réfractaire à ça, parce qu'en fait je passais un super bon moment devant. Rien que la course-poursuite d'intro, elle est incroyable et on prenait notre pied devant. Donc voilà, je l'ai poncé quand j'étais gamin, ce film. Vraiment, c'est pour ça que je suis, même par rapport au 2, je suis pas très objectif. Là je vais essayer de te dire pourquoi je préfère le 3, mais je vais forcément être d'accord avec tout ce que tu vas me dire sur le 2, parce que c'est un film de cœur d'enfance. Mais non, Mehdi, il faut qu'on se batte ce soir. T'as pas compris ? Faut qu'on se batte. T'es pas là pour te battre, moi je suis là pour me battre. T'es là pour te battre, mais t'adores le 3, je te signale. Oui, j'adore le 3, mais le 2 est mon préféré. Ok, on va se fight. Donc c'était un peu mon rapport avec le 2. J'ai entamé cette saga par le 2, et c'est vraiment un film que j'adorais. Une fois arrivé au lycée, le 3 sort, et je vais le voir sans
sans a priori, j'en attendais rien parce qu'en fait je m'étais un peu détaché de tout ça et pour moi les Fast and Furious c'était un peu débile, même si le 2 je l'avais toujours dans le cœur, je voulais pas m'intéresser ni au 1 ni à ce qui allait arriver derrière, mais avec des potes on est allé voir le 3. Et j'en suis sorti en boudant. Ah ouais? Ouais. À ce point? Parce qu'en fait, la rupture, je l'avais pas supportée. Il faut dire ce qui est, le film opère une sacrée rupture quand même. Mm-hmm. Mon argument principal, c'est quand même débile qu'un film qui s'appelle Rapide et Furieux parle de drift, où c'est le but premier, c'est pas vraiment la vitesse. Bon, j'avais tort sur toute la ligne, hein, mais voilà, quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, j'avais envie de bouder, j'étais pas content, j'étais pas content que ça change de cadre, voilà. C'est assez déconcertant, effectivement, surtout quand on est très attaché aux deux premiers. Exactement, donc ça avait été compliqué, mais bizarrement, quelques semaines plus tard, j'y repensais encore, et je me réécoutais la musique d'ailleurs, je m'en souviens encore, et je me suis dit, tiens, en fait, peut-être que j'ai bien aimé le film. Et je l'ai revu un peu plus tard, j'ai passé un bon moment, et depuis c'est un film que j'aime beaucoup, et qui finalement est toujours resté très haut dans mon appréciation des Fast and Furious, si bien qu'avec le recul, justement, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, c'est définitivement mon préféré, parce que en termes de mise en scène, il amène pas mal de choses par rapport aux deux premiers, et c'est quand même l'introduction de Justin Lin dans la saga, dans le monde de Fast and Furious, qui aura quand même redonné un sacré coup de neuf à cette saga. Et voilà quoi, donc non, vraiment c'est quelque chose qui... C'est un réal et un film que j'aime beaucoup. Et toi, dis-moi du coup, comment tu as découvert ces deux films ? J'étais en train, tout à l'heure en off, on essayait de se rappeler, et en fait... Plus je me rappelle, plus je crois en fait que j'ai découvert d'abord le 3 en premier. Ouais. J'ai découvert le 3 en premier parce que si mes souvenirs sont bons, il est sorti en 2006 et je crois qu'effectivement c'est le premier que j'ai découvert. Et donc moi à l'époque je ne l'ai pas vu sur grand écran parce que j'ai vu les Fast and Furious sur grand écran à partir du 6. Et donc, effectivement, j'ai pas eu ce choc de la saga. Enfin, je l'ai pas eu tout de suite. Je l'ai pas eu tout de suite puisque le 3 était, si mes souvenirs sont bons, le premier que j'ai découvert. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais beaucoup accroché parce que en 2006, j'avais quel âge ? J'avais 13 ans. Ça rajeunit pas tout ça. Ça rajeunit pas, hein. Ouais. Et je me souviens que j'avais beaucoup accroché parce que le film se passe à Tokyo et que c'était ma grande période manga. Donc j'avais beaucoup accroché par rapport à ça et beaucoup accroché au personnage Don, même si mes souvenirs sont bons, l'acteur qui l'incarnait coréen. Mais bon, à l'époque, on s'en foutait un petit peu. On n'avait pas une éthique très cadrée sur le sujet. Et c'est après, donc c'est à travers la télévision en fait que j'ai découvert tous les films jusqu'au 6 en fait. Et c'était l'époque où il y avait des soirées thématiques, c'était sur M6, où c'était des soirées thématiques où tu avais des films du même genre qui passaient et repassaient après avoir été projetés au cinéma. Donc c'était l'époque des Taxis, des Bad Boys, des films un petit peu comme ça. Et en première partie de soirée, tu avais le plus connu, et puis après tu avais le moins connu en seconde partie de soirée. Et j'ai découvert d'abord le 3, et c'est après en fait que j'ai appris qu'il y en avait d'autres. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans le premier et dans le second, à partir du troisième en fait. Et après, donc je l'ai vu une première fois à la télé, de manière un petit peu désintéressée. Et puis j'ai eu l'occasion de le revoir plusieurs fois, et après je suis allée acheter le DVD dans tu sais, ces dépôts-ventes là, les trucs genre, ça s'appelait Affairs, je crois. Ouais. Ça doit d'ailleurs s'appeler toujours comme ça. Tout à fait. Et j'ai acheté un coffret que je crois j'ai toujours, le coffret qui contenait les 3 premiers à Affairs pour genre je sais pas 2 balles. Et à ce moment-là, j'ai pu effectivement redécouvrir les 3 premiers films en tant qu'ensemble, qui après va prendre une autre signification quand on sait dans quelle ordre chronologique se place le 3e opus. J'ai pu les découvrir dans un autre ensemble qui est donc celui du début d'une saga. Et donc en fait à l'époque j'avais un coffret avec les 3 et c'est comme ça que j'ai pu dévorer en fait ces films pour lesquels
j'ai un amour tout particulier qui surprend encore aujourd'hui pas mal de monde, comme quand ils savent ce que je fais dans la vie. Je suis prof de cinéma et que je leur dis que quand je demande à mes élèves, mes étudiants, c'est quoi votre film préféré, qu'ils essaient tous de m'impressionner avec des grands entre guillemets auteurs et autrices de cinéma. Et puis moi je dis écoutez, c'est pas de m'impressionner parce que moi ma saga préférée c'est Fast and Furious. Et il y a toujours un silence terrible. C'est pas possible, elle plaisante. Pas du tout. J'ai énormément d'affection pour ces films parce qu'en fait à l'époque j'étais pas cinéphile, pas du tout. Ma cinéphilie a commencé très très tard, j'avais peut-être 17-18 ans. Et en fait avant, les films de bagnole, c'était les seuls films devant lesquels je ne m'endormais pas. Je m'ennuyais devant la plupart des films et vraiment bon après j'ai eu toute ma période de films d'horreur, c'est venu après, j'étais plus âgée. Et en fait, j'ai vraiment été passionnée très vite par cette saga parce qu'à l'époque, c'était vraiment le type de film, les films de bagnole devant lesquels je ne m'endormais pas. Il y a eu les films d'horreur un peu plus tard, mais j'étais pas cinéphile à l'époque. Ma cinéphilie a commencé bien plus tard, j'avais 17-18 ans. Et c'est fou, hein, mais les premiers films que j'ai regardés en boucle, vraiment, c'était pas les films d'horreur, contrairement à ce qu'on peut penser quand on me connaît, c'était les films de voiture. Et c'était Fast and Furious. Et c'est en fait comme ça que j'ai vu et revu en fait les 3 premiers qui sont encore aujourd'hui, même si j'ai beaucoup d'affection pour ceux qui ont suivi, les 3 premiers restent mes préférés aujourd'hui, et particulièrement le 2e. Et moi j'ai une question du coup, est-ce que tu crois que tes élèves pensent encore que tu leur fais une blague quand tu leur dis que t'aimes autant Fast and Furious ? Je pense qu'ils sont... Ouais, je pense que je suis un peu du genre à plaisanter, et je pense qu'il y a toujours un moment où ils se demandent si leur prof elle regarde vraiment ce genre de truc. Après, en fait, a priori je ne vais plus enseigner maintenant, mais je pense qu'en fait j'aurais dû faire une analyse de Fast and Furious en cours, ça aurait été sympa. J'ai toujours voulu faire un truc et je pense que je le ferai peut-être un jour. C'est que ce sera du contenu que je mettrai en libre service sur internet. J'ai toujours voulu faire un cours sur la manière de filmer les courses-poursuites en voiture au cinéma. Je sais qu'il existe un super bouquin qu'il faut que j'achète d'ailleurs qui s'appelle Les courses-poursuites au cinéma. Et c'est vraiment quelque chose de très très technique, mine de rien, contrairement à ce qu'on peut penser, même s'il y a... Enfin, c'est hyper technique, même s'il y a beaucoup de faux raccords, et justement il se passe tellement de choses qu'il faut donner du rythme en fait, pour des choses où on n'embarque pas forcément la caméra, et surtout à partir des années 2005, disons, où on commence à vraiment mettre des effets spéciaux et à tourner en fond vert, etc. Enfin, il y a une technicité qui doit se déployer qui est totalement différente, c'est une manière totalement différente d'appréhender le montage et d'appréhender le sens du rythme qui est extrêmement important, surtout sur ce genre de franchise où c'est littéralement c'est ça qui tient le scénario en fait. Les courses-poursuites sont des moments charnières, souvent il y a celle du début, il y a celle où le héros est confronté à un élément perturbateur, il y a celle de la fin. En gros c'est ça, en tout cas pour les 3 premiers. Et donc c'est un élément extrêmement important qu'il faut pas négliger, et qui est évoqué de manière très différente. Bon après il y a une gradation à partir du 4 qui est exceptionnelle et qui est toujours très drôle, mais c'est vraiment à partir du 4, les 3 premiers on reste vraiment dans des tests en fait d'exploitation de la course-poursuite au cinéma qui sont extrêmement intéressantes, et c'est pour ça que tantôt le 3 il est déconcertant de ce côté-là, tantôt il est intéressant parce que du coup il explore une autre technique de course-poursuite qui fait que ça redonne effectivement un nouveau souffle à ce type d'action filmée dans ce type de film. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu préfères le 2 ? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison toute simple, c'est que le premier film a installé un univers bien à lui, avec des personnages qui sont très caractérisés. On appellera ça des stéréotypes aujourd'hui. Et le 2 déjà fait partie de ces suites qui sont franchement pas mauvaises, ce qui est assez rare pour être signalé, surtout dans les films d'action. Et
surtout, c'est le premier de la franchise, très logiquement, où on a cette excitation de retrouver les personnages que l'on a laissés derrière nous. C'est le premier film où on va retrouver les films... Enfin, je recommence. C'est le premier film où on va retrouver les deux personnages principaux de Toretto et de O'Connor qu'on avait laissés derrière nous. Et il y a ce côté... quand ils apparaissent à l'écran, on est content de les retrouver. Et ça, c'est la première chose. C'est ce plaisir de retrouver vraiment les personnages. C'est, je trouve, le premier tâtonnait encore. Le deuxième va vraiment poser les racines d'un genre qui est les films de voiture, où on va encore être dans les courses de rue entre guillemets toutes simples, avec des mecs qui vont mettre eux-mêmes des plots pour cadrer le circuit de course, où on va avoir un personnage qui va appeler ses potes quand il manque un coureur et tout. Et en même temps, on va voir se développer plusieurs choses qui vont poser les fondations en fait de tout ce que va être la franchise par la suite. Et on va notamment commencer et je trouve que c'est très bien fait dans ce film-là, à creuser vraiment le lore des personnages principaux. Notamment Brian, qui était presque ridiculisé au début, donc dans le premier, va devenir ici une figure reconnue, une figure qui a un background, qui a une réputation, et en fait qui va débuter ce schéma qui est nouveau dans les sagas de ce type à l'époque, parce qu'on est en 2003 quand le deuxième sort, et c'est le développement des grandes sagas d'action comme par exemple Mission Impossible. Et il va apparaître encore comme le chevalier blanc, d'ailleurs il conduit une caisse blanche au début, enfin c'est le gentil, voilà, on sent qu'il est différent. Et en même temps, on va avoir la mise en place vraiment de personnages qui vont fonctionner en duo. Donc ici ça va être le duo de Brian et de Roman Pierce, qui est interprété par Tyrese Gibson, qui est d'ailleurs un duo qu'on va retrouver, je trouve, dans le 3. Avec le personnage du coup de Sean et le personnage de c'est Twinkie, je crois, dans le 3. Oui. Où on va avoir ce personnage qui déconne, qui va apprendre, qui va avoir les mécanismes dramatiques où il va apprendre à l'autre comment ça marche et tout. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le deuxième, c'est que le personnage de Pierce a un développement aussi qui est intéressant. Quand il est présenté aux flics pour faire la mission d'infiltration qui se concentre autour du 2, il y a cette séquence qui fait que j'adore ce film particulièrement, qui a été malheureusement découpée au montage et qui a été amputée d'une grosse partie de ce qui fait, je trouve, son intérêt. La séquence du rodéo, du derby, en fait, où ils sont dans une arène, et c'est là qu'on découvre le personnage de Pierce. Et on va découvrir le personnage de Pierce alors qu'il est au volant d'une voiture dans son élément. Cet élément, c'est une arène, parce que ça matérialise de manière un petit peu symbolique la prison dans laquelle il est, puisqu'il est sous bracelet électronique à ce moment-là. Et il conduit cette Chevrolet Monte Carlo 1970 qui est pétée de partout, et donc les bagnoles se rentrent dedans. Et donc on voit un tout petit bout en fait dans le film, ce qui a été gardé au départ, c'est un tout petit bout où Brian explique que voilà, il a fait des excès de vitesse, des machins qui se retrouvent en tôle, etc. Il est sous libération conditionnelle, etc., etc. Et en fait, juste après, il y a le moment où ils se battent dans le sable. Et voilà, ils se retrouvent comme des potes et tout, et on fait passer tout de suite Pierce comme le petit rigolo en fait qui va servir d'argument narratif au héros. Et quand John Singleton, donc qui est le réalisateur du 2, réalise du coup Too Fast, Too Furious, il fait cette scène à l'origine beaucoup plus grande, beaucoup plus longue. Il y a bien 2 bonnes minutes de plus, mais c'est des petits détails. Et en fait, il y a cette séquence, ces plans qui sont super beaux, je trouve, où on a Pierce qui, à un moment, se fait rentrer dedans, et il sort. Il n'y a plus de vide sur sa caisse, il sort par le pare-brise, et il utilise sa ceinture, je crois que c'est ça, hein, ou une sangle, je sais plus trop ce qu'il utilise, pour fermer les mâchoires entre guillemets de sa voiture. Et on voit vraiment
comme une espèce de dresseur de monstre en fait, parce qu'il ferme les mâchoires de sa caisse qui s'est ouverte en deux comme une espèce de gros crocodile, en mode cette bagnole va bouffer le bitume, va bouffer le sable, et après il monte sur le capot de sa caisse. Et il lève ses bras et il y a ce plan en contre-plongée incroyable sur son dos avec le ciel bleu derrière où il fait ici c'est chez moi, et ce plan est superbe, ça glorifie vraiment ce personnage au moment qu'il a vraiment tout un univers avec lui, et cet univers qui quand on creuse un peu, cet univers qu'il amène avec lui, c'est l'univers du premier long métrage de John Singleton qui est Boys in the Hood, qui est sorti en 91, qui est sur les problèmes des jeunes de quartier, des pauvres de Los Angeles, et qui est d'ailleurs le film qui fera que John Singleton sera le plus jeune cinéaste à être nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur, le premier homme noir à recevoir cette reconnaissance de la part de l'Académie avec ce film-là. Il travaillait beaucoup sur tout ce qui était ghetto, banlieue, etc. Et là, il y a cet esprit qui ressort ici, le personnage qui se débrouille tout seul et qui bouffe les autres pour pas se faire bouffer lui-même et qui fait de cette arène son territoire. Et cette séquence, elle est très anecdotique, hein, elle doit durer en tout et pour tout, je sais pas, 10 minutes. Et ça fait partie des choses qui font que il y a ce côté un petit peu, on en avait parlé un peu off, ce côté un petit peu entre le western et Mad Max en fait, dans cette séquence, et qu'on retrouve plus après, que je trouve ça très dommage. À part peut-être dans le 4, quand ils vont au Brésil, il y a ce côté vraiment terre battue, on vient de la rue, on vient de la poussière, et on se fight entre nous avec des caisses. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que c'est le reproche que je ferais à Too Fast Too Furious, si je devais lui en faire, en fait, c'est que... Commence. Ouais, bah... Vas-y, je t'attends. Un peu que ça commence. C'est parti. Non mais en fait, c'est juste le reproche que je ferais à ce film, c'est ça en fait, c'est le fait que j'avais le sentiment que le deuxième film ne se démarquait pas suffisamment de la saga par son réalisateur. Parce que je trouve que en termes de style, on se rapproche beaucoup quand même de ce que fait Rob Cohen. Je trouve que les courses-poursuites, enfin les scènes de course, ont beaucoup de points communs, beaucoup de similitudes en termes de mise en scène et de découpage et d'effets spéciaux, mais justement, je trouvais pas ce qui pouvait nous rattacher directement à John Singleton. Et en fait, ce que tu me dis, du coup, bah, ça confirme ce que je pensais. En fait, finalement, ce qui marque la présence du réal, c'est ce qui a été coupé. Parce que moi, j'ai qu'une seule autre scène en tête dans ce film-là, qui me rappelle un peu Boys in the Hood. C'est quand ils sont dans le garage de Tej, joué par Ludacris, et voilà, ils sont plusieurs autour d'une petite table en train de jouer aux cartes, et ça rappelle carrément la scène de fête dans Boys in the Hood vers le début du film, où ils sont en train de jouer au domino, et c'est filmé un peu de la même manière. Il y a cet aspect routine du quartier, sauf que là ils sont pas du tout au quartier, ils sont au bord de la mer dans le grand luxe. Oui, complètement. Ce qu'on retrouve beaucoup en fait, donc il y a effectivement cette scène-là, l'autre qui malheureusement a été coupée, et malgré le fait que les monteurs expliquent dans les bonus du Blu-ray que j'ai pourquoi ils l'ont fait, je comprends toujours pas en fait. Pour eux c'était, ils trouvaient ça pas intéressant, que ça faisait un problème de rythme, alors que ça accroît la profondeur du personnage de Pierce. Donc après il y a toute la saga qui approfondira le personnage, mais là ça donnait vraiment la profondeur d'un personnage vraiment qui est ce qu'il est, et pas là pour servir à un argument narratif. Et en fait, les autres choses qui restent de Singleton, c'est quelque chose qui était déjà, je trouve, très présent dans Boys in the Hood, c'est le traitement des couleurs. Il a un étalonnage très particulier, Singleton, et il accorde énormément d'importance, de façon très consciente à mon avis, aux couleurs. Aux couleurs toutes seules, aux couleurs dans un décor, et aux couleurs entre elles. Et il y a une séquence notamment dans le film qui est très, enfin, elle est assez subtile, mais ça se voit très bien. C'est la séquence dans laquelle on rentre en fait dans l'histoire, parce que pour rappel, en fait, l'histoire de Too Fast Too Furious se focalise sur une infiltration dans un cartel qui est un cartel argentin qui est dirigé par un personnage qui s'appelle Vérone.
Et donc le but c'est de le prendre en flagrant délit de blanchiment d'argent. Et donc Brian et Pierce vont donc infiltrer le cartel de Vérone, et donc pour pouvoir travailler avec Vérone, ils doivent faire une course avec d'autres personnes pour avoir le job. En fait, c'est un entretien d'embauche. Et donc il y a cette séquence où on va avoir les deux personnages qui vont arriver avec des bagnoles qui sont données par le FBI parce qu'ils sont envoyés par le FBI. Et donc en fait, à ce moment-là, ils ont tous les deux des bagnoles hyper tape à l'œil. Qui vont devenir par la suite dont la marque va devenir par la suite la marque du héros, qui sont donc les Mitsubishi Evo. Et Paul Walker, il en a une jaune qui est la Mitsubishi Evo 7, et Pierce on a une violette qui est la Mitsubishi Spider. Et en fait elles sont très très tape à l'œil, et la séquence est introduite par le défilé des voitures qui sont garées en bataille. Et donc t'as une espèce de travelling latéral où on va avoir un défilé de voitures qui est harmonieux. Et t'as un travelling latéral sur des voitures qui sont garées. En fait, on les monte deux par deux dans une harmonie très recherchée. Il y a d'abord la jaune, puis il y a la rouge. Ensuite, il y a la rouge avec la noire. Ensuite, il y a la noire avec la bleue. Et ensuite, il y a la bleue avec le orange. Et d'ailleurs, le bleu et le orange, ce sera la couleur des voitures de Pierce et de Paul Walker, puisque à la fin, Paul Walker conduit, si je me souviens bien, une Chevrolet qui est bleue, et Pierce conduit une Dodge Challenger qui est orange. Et en fait, cette harmonie des couleurs va se retrouver jusque dans les voitures. Même les voitures, entre elles, il faut qu'elles soient harmonieuses. Et la manière dont elles apparaissent à l'écran doit être harmonieuse. On sait que le bleu, c'est la couleur complémentaire du orange. On sait qu'en général, le rouge et le noir, ça va bien ensemble, que le bleu et le noir, ça va bien ensemble, et que le violet et le jaune, ça va très bien ensemble aussi. Et au début, en fait, ces voitures sont tellement tape à l'œil que les autres personnages sortent de la lore et disent à Pierce et à Brian: oh là là, vous les avez trouvés dans un paquet de cornflakes, je crois que c'est. Je sais plus exactement ce que c'est la traduction, mais une phrase à la con comme ça. Une phrase à la con. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très important par la suite. C'est la couleur de la bagnole et comment elle va être représentée. Comment elle va être représentée à l'écran. C'est quelque chose qui va un petit peu rester dans le 3 et qui va après perdre malheureusement de la valeur par la suite. Mais je crois que ça fait partie des choses de l'héritage de Singleton qui se retrouve ici. C'est ce côté vraiment... je veux pas dire old school parce que c'est un terme qui est galvaudé un peu partout, mais il a un sens des couleurs et du symbole avec ses personnages. Alors on pourrait faire plein de recherches sur la symbolique des couleurs dans Fast and Furious, on pourrait y passer des heures, mais ce qui est important, c'est la manière dont les voitures, donc le symbole principal en fait de la franchise, va être intégré dans le film ensuite, et principalement dans ces décors-là où il se trouve que c'est très symbolique parce qu'il y a l'un des personnages des rivaux qui va leur dire: ouais, vous avez trouvé ça dans des paquets de cornflakes, on dirait des jouets en fait, les voitures. Et c'est ce qui est vrai, puisqu'ils sont les jouets du FBI à ce moment-là, puisque ces deux personnages plus ou moins en cavale en fait, tous les deux. Enfin, il y en a un qui est sous bracelet électronique et au début du 2, O'Connor, pour avoir sauvé Toretto, est en cavale et il va quitter Los Angeles pour Miami. Et il est attrapé par les agents fédéraux des douanes, et c'est à ce moment-là que le FBI lui offre une dernière chance. Et ça m'amène au dernier point qui fait que j'aime beaucoup ce film et qui se retrouve avec Boys in the Hood, c'est que ce film, et je pense que vraiment c'est le seul, un petit peu avec le premier, mais vraiment le 2, qui a un côté vraiment enquête, un côté vraiment film policier, un côté polar, avec des fois des accents très très noirs, très très brutaux, que n'ont pas les autres ensuite, qui même s'ils font intervenir les agents fédéraux après, avec le personnage de Hobbs et le personnage de Shaw, il va y avoir vraiment dans ce deuxième film, et là pareil c'est une scène qui a été coupée, des moments très très tendus de dialogue entre la figure d'autorité qu'est la police et la figure de la banlieue qui est donc celui qui fait des courses illégales. Et ça fait partie aussi de l'héritage de Singleton. Et je trouve que c'est vraiment dommage que ces scènes aient été coupées au montage, parce qu'elles reflètent vraiment ce qu'il a pu sortir de son passé presque documentariste en fait, des jeunes de banlieue qui s'expriment ici en l'occurrence avec les courses illégales. Et le film commence à Los Angeles avec du coup cette course incroyable, et c'est
milieu que Singleton connaît, qu'il a travaillé, il sait comment ça fonctionne, il sait comment on filme les bâtiments de là-bas. Et on a des petites traces comme ça dans la scène du début, dans la manière de traiter les couleurs, et c'est quelque chose qui malheureusement est un petit peu retiré au montage. Et c'est en ce sens où effectivement je suis d'accord avec toi, c'est que s'il y avait un Singleton cut, il serait peut-être beaucoup plus détaché. Ce serait celui qui aurait ce qu'on lui reproche aujourd'hui, et ce que je comprends, il aurait peut-être cette essence qui lui manque aujourd'hui. Ouais, oui, c'est exactement ça, c'est une essence qui lui manque. En fait, le problème, c'est que le fait qu'il lui manque cette identité propre à Singleton fait que, à mon sens, ça en devient entre guillemets objectivement le plus oubliable, parce que j'ai l'impression de voir un Rob Cohen bis en fait, dans la manière dont c'est filmé, dans la manière dont c'est représenté. Après, il y a aussi autre chose qui, je t'avoue, me pique les yeux dans le 2. C'est juste justement en termes de couleurs, c'est les séquences qui se passent en boîte de nuit. Oui. En boîte de nuit, la boîte de nuit du méchant là, que je trouve vraiment pas belle. Les scènes d'intérieur, ouais, les lumières, la couleur, enfin l'ambiance lumineuse. Mais après, je pense que c'est volontairement kitsch en fait. Mais on dirait qu'on est revenu dans les années 80. Même le méchant, en fait, c'est le méchant et tout son univers, tout son cadre que je trouve assez kitsch. Très, très, très. C'est un film. En fait, c'est un film d'extérieur. Les décors extérieurs sont vraiment très, très bien. Toutes les courses et tout ce qui se fait en extérieur. La poursuite avec la Chevrolet qui est défoncée parce qu'elle saute sur le bateau, qui a été fait quasi sans effets spéciaux, d'ailleurs. C'est tout ce qui est fait en extérieur est incroyable, et c'est vrai que ça tranche vraiment avec les scènes qui sont en intérieur, qui sont assez rares, en dehors effectivement de celles en boîte de nuit et de celles dans les commissariats. Et ça rend effectivement le film très très kitsch, je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup de trucs qui sont kitsch. Et voilà, je pense que c'est très Singleton dans l'âme, pour le coup. Et c'est vrai que ces scènes en boîte de nuit sont mémorables en termes de couleurs, de traitement des couleurs, l'étalonnage par en gag, enfin il n'y a rien qui va. Et je pense qu'il y a une volonté à chaque fois dans ce film de décrédibiliser le personnage antagoniste selon de quel point de vue on se pose à sa première apparition. Et je vais arrêter de parler des scènes coupées parce que je peux en parler pendant des heures parce qu'il y en a beaucoup. Parce que tu te rends compte que ça envoie un mauvais signal sur le film. Ça envoie un mauvais signal sur le film, c'est terrible. Mais je trouve qu'il est pas considéré à sa juste valeur. Mais dans tous les cas, le personnage, chaque personnage quand il apparaît pour la première fois, est considéré pas à sa juste valeur. Il est vraiment considéré comme quelqu'un dont on va se moquer et qui va devoir scénaristiquement prouver sa valeur. Au début, on a Pierce qui a son bracelet du coup électronique. On va avoir Paul Walker et Tyrese Gibson qui arrivent et on leur dit voilà, vous avez trouvé vos caisses dans un paquet de complexe. Ouais. Et après, du coup, en faisant la course, ils vont prouver leur valeur. On va avoir le personnage féminin de Monica qui est interprétée par Eva Mendes, où la première fois qu'elle va apparaître pour les recruter, parce qu'elle fait partie du complot, c'est pas une conductrice de bagnole, elle monte dans la voiture de Brian, et elle est montrée tout de suite comme un personnage trophée, en fait, un personnage féminin trophée. Et c'est après en fait qu'on comprend qu'elle a beaucoup plus de substance et qu'elle joue un double jeu, que c'est pas toujours facile, etc. Et c'est un personnage qui est beaucoup plus difficile à cerner que ce qu'on pourrait penser. Et donc Vérone, c'est exactement pareil. En fait, au début, on le prend pour un gars hyper kitsch et tout, et puis après, donc il y a la scène mémorable, je sais que tu l'aimes pas beaucoup, qui est celle avec le rat là, où il torture un des gars qui lui doit de l'argent, et là tu comprends que non, il est pas là pour déconner en fait. Et la plupart des personnages, en fait, la première apparition est faite pour montrer une image qui est vouée à être contrecarrée par la suite, qui est un ressort dramatique classique des films d'action du début des années 2000, mais qui je trouve ici est assez astucieusement placé, parce que ça donne l'impression de voir un personnage sous différents angles, et ça donne
la possibilité. En fait, ça donne. Il y a toujours une possibilité d'évolution de la considération d'un personnage. Et il a cette qualité, je trouve, qui se perd vraiment là pour le coup à partir du 4e film, qui est de montrer des personnages selon plusieurs facettes. Pas forcément en termes de complexité, mais en termes d'angle duquel on peut les considérer selon l'univers dans lequel ils sont plongés à ce moment-là, selon les situations auxquelles ils sont confrontés. Et il y a plusieurs angles qui sont montrés dans des personnages dans Too Fast, Too Furious qui se perdent par la suite. On va avoir vraiment des personnages à partir du 4 et du 5 qui vont être très unilatéraux, très stéréotypés, de telle sorte qu'ils se fondent dans cette masse qui est la masse de la famille sans être véritablement singuliers. Ce qui est plutôt le cas quand même, je trouve, dans les 3 premiers. Et justement, le fait que tu me parles de personnages qu'on parvient à creuser, qu'on parvient à développer, effectivement, je trouve qu'il y a vraiment ça avec notamment Tyrese Gibson, qui, en fait, il est très touchant dans la mesure où, quand on le découvre, il est mais dans une coquille qui semble mais impénétrable. Il envoie chier tout le monde. Il envoie chier le monde entier. Il est insupportable au début, ouais. Ah mais oui, il est insupportable. On lui dit de faire un truc, par principe, il va faire le contraire. Exactement. C'est infernal. Et plus ça va, et plus on s'attache à lui, et puis surtout, plus lui, il s'attendrit, en fait. C'est toujours un personnage assez dur, mais... je pense que c'est aussi sa relation avec Brian qui s'assouplit, qui devient plus agréable, parce que voilà, ils finissent par petit à petit ne plus trop s'en vouloir, réussir à faire avec leurs différends, et finalement ça devient un super buddy movie. Et en termes d'écriture, je trouve que c'est intéressant parce que ça renforce énormément l'empathie, parce que finalement quelqu'un qu'on pense impossible à amadouer ou à attendrir, quand on le voit finalement s'ouvrir à quelqu'un où il y a quelque chose, en fait, finalement tu finis vraiment par t'attacher à lui, et je trouve ça beau. Et quelque part c'est aussi très décevant justement que ce personnage ce soit juste devenu un clown par la suite. C'est un problème qui je trouve est valable aussi dans Tokyo Drift, pour le coup, avec le personnage de Twinkie. Le comparse de Sean, en fait, qui pareil, c'est celui, mais ça pareil, c'est un ressort dramatique. Quand Sean arrive, du coup, pour... tu veux peut-être résumer le film ? Donc, pour résumer grossièrement, donc on a le personnage de Sean Boswell qui est un lycéen, qui n'a pas du tout la gueule d'un lycéen, mais on en reparlera, et qui est dans une espèce de lycée professionnel assez dangereux aux États-Unis. Et c'est un gamin à problème, en fait. Il passe son temps à créer des conflits, il fait des courses de rue, et le début du film, le film commence sur la course de trot, ce qui fait qu'il va se retrouver en conflit avec la police californienne, qui va lui dire « Ok, mon petit, si tu veux qu'on te laisse tranquille, soit tu vas rejoindre ton père à Tokyo, son père qui est militaire, soit on s'occupe de toi, quoi. » Et il va finalement donc décider de rejoindre son père. L'intégration au Japon va être assez compliquée, et il va découvrir le monde des courses de rue à Tokyo. Sauf que c'est pas du tout les courses qu'il a l'habitude de pratiquer aux États-Unis. On est sur du drift, à savoir de la course de dérapage, ce qu'il ne maîtrise absolument pas, ce qu'il ne connaît absolument pas. Donc c'est par tous ces aspects qu'il va découvrir un monde entièrement nouveau et complètement, radicalement, diamétralement différent de ce qu'il a connu avant ça. Donc si je devais faire un petit avis pour en faire une entrée en matière du film, tout simplement, j'adore, en fait. C'est par rapport au premier et au deuxième, la caméra se comporte d'une manière complètement différente, et c'est ça qui me plaît, en fait. Je sens vraiment qu'il y a l'œil de quelqu'un d'autre qui met en image ce film, par plusieurs aspects. Déjà, pour commencer, parce que pour parler de ce qui marque vraiment dans la mise en scène de Tokyo Drift, je vais parler du début du film qui, justement, reste un peu dans le ton de ce qu'on a vu avant. En fait, au début de Tokyo Drift, donc comme je l'ai dit, il est encore aux États-Unis, et on voit comment ça se comporte, comment ça se passe dans son lycée, dans la société dans laquelle il vit, etc. Et on est littéralement face à un monde
de beauf. c'est la vrai. beauferie de partout. Voilà, le mec, quand il est en conflit avec le capitaine d'une équipe de football américain, ça se compare les biceps, c'est juste ridicule. Et la course qui s'ensuit va être filmée de manière ultra dynamique, super agréable à suivre, il n'y a pas de souci, mais très brutale. Elle est filmée de manière très brutale, très cut, et on a des plans finalement plus ou moins assez entre guillemets conventionnels. En fait, c'est des plans qui vont être à l'échelle de la bagnole, qui vont forcément faire, ça va être soit du travelling latéral, soit on les filme de loin. On va pas révolutionner le jeu des mouvements des caméras sur cette course-là par rapport au film d'avant. Mais ce qui va changer, c'est dès qu'il arrive au Japon, en fait. Il y a ce côté-là où on a tout de suite, je trouve, une caméra qui est bien plus douce, qui est d'ailleurs, je pense, très souvent sur Steadicam. Et ce qui m'avait marqué, c'est le premier affrontement entre Sean Boswell, joué par Lucas Black, et le méchant de l'histoire, donc DK, qui est interprété par qui d'ailleurs déjà ? Je ne me souviens. Par Brian T. Par Brian T, tout à fait. Et qui est excellent d'ailleurs dans ce rôle, contrairement à Lucas Black qui est vraiment oubliable. Et en fait, le premier affrontement, donc le premier face-à-face qu'on voit entre ces deux personnages, c'est une caméra qui virevolte autour d'eux. Ouais. Il y a des plans où on la voit vraiment faire des arrondis. Et en fait, c'est drôle parce que quand on y pense, la caméra drift. Oui. La caméra fait du drift tout du long sur l'affrontement et c'est fantastique. Et c'est ça en fait qui m'a marqué, c'est que je me dis mais c'est vraiment c'est vraiment une harmonie dans les mouvements et tu comprends qu'en fait le monde est complètement différent. C'est par sa manière d'être filmé qu'on comprend qu'on est à l'autre bout du monde littéralement. Je sais pas si t'avais ressenti ça un peu. Oui, j'ai ressenti très clairement ça. On en avait parlé là encore en off. Du côté un petit peu western qu'on ressent très clairement dans le début du film de Tokyo Drift, avec cette première course qui est assez intéressante, je trouve, qui à l'image du 2 est aussi installée directement à l'intérieur d'un décor. On se saisit de la ville pour en faire notre décor, et il y a encore ce côté vraiment ce côté on va prendre la rue à partir du milieu du 3 et jusqu'à la fin de la suite et fin de la franchise. On a des coureurs de rue qui vont partir du principe que la rue est à eux, et dans les premiers on a vraiment ce moment où ils vont installer le décor. Et autant dans le 2, il y a ça, ils installent des plots, etc. Et Tej a mis en place ce fameux pont qui s'ouvre à la fin de la course du 2. Autant dans le 3, quand il y a cette première course entre le personnage de Shen et donc son rival, pour faire cette course qui va l'envoyer à Tokyo, il y a ce moment où ils se disent ok, on va s'affronter, on va faire une course, et il y a ce moment où tout le monde fait ok, et ils ouvrent directement un gros portail. Ils font péter un portail de vieux chantiers qui pourrait servir d'exploration d'urbex pour installer, en fait ils installent leur circuit, et il y a ce côté vraiment installation du circuit, installation du terrain de jeu, comme il y a l'installation du duel, en fait, du décor du duel un peu dans les westerns, et c'est une mise en scène qui est montrée très clairement, alors que le personnage donc interprété par Lucas Black fait un peu pareil, le justicier qui a pas envie de se battre et tout, et donc il part avec sa caisse après avoir été alpagué par le gars parce qu'il parlait avec sa nana. Et l'autre il lui lance je sais plus quoi dans le pare-brise arrière, et à ce moment-là il s'arrête et ils sont face à face. Et il y a vraiment ces plans américains où on va avoir le gros plan sur la main qui laisse dépasser la clé mécanique, comme les cow-boys se saisiraient vérifieraient la présence de leur flingue. Et il y a vraiment ces gros plans sur leur regard et tout. Il y a ce côté vraiment très western, on va se battre dans le sable, on va défoncer le décor et le décor va se retourner contre nous derrière.
Et autant tout le début se passe vraiment de jour avec cette lumière très diffuse, autant la quasi-totalité de Tokyo Drift va se passer de nuit. Ouais. Et on va avoir à ce moment-là très clairement des personnages qui vont s'approprier immédiatement, dès qu'ils ont envie de courir, la rue, voire même, pour le cas de Dickey, la montagne. Quand il y a la course de fin, là, quand il s'oppose, le personnage de Twinkie met Shun en garde en lui disant c'est pas pour rien qu'il a choisi ce terrain, c'est sa montagne. Quand il se course après, au début, c'est son garage. Les personnages ont une façon de prendre possession de la rue comme s'il leur était acquise, vraiment à partir du milieu de Tokyo Drift, que je trouve qui est super intéressante, et ça se voit notamment quand Anne explique à Shun pourquoi il fait du drift. Et en fait il lui dit je vais t'expliquer. Et donc on le voit arriver dans la rue et faire du drift autour d'une voiture avec des nanas dedans pour choper leur numéro. Ouais. Et sans transition, le mec s'est approprié la rue, a fait du drift pendant 3 minutes autour des voitures de la gonzesse, en mode parade nuptiale, parce que c'est vraiment ça concrètement dans ce film-là, la bagnole c'est la parade nuptiale. Exactement. Et il chope son numéro comme ça et il repart. Et les deux voitures se séparent et il y a cette manière très fluide, problématique aussi, mais très fluide de s'approprier la rue, qui passe aussi dans le flow, si je peux appeler ça comme ça, presque dansant des mouvements de caméra. Et c'est un truc qu'on voit aussi dans la scène où Nila explique à Shun pourquoi elle drift, et où elle dévale la colline en lui expliquant quelle est sa raison de vivre en fait, que ça lui permet d'oublier ses problèmes et que ça lui permet de se réapproprier une identité qu'elle ne connaît pas finalement, puisque on apprend, et c'est un personnage qui est pas beaucoup fouillé, je trouve ça vraiment dommage, et pour moi c'est un des gros points noirs du film. C'est un personnage qui pourrait vraiment avoir du corps, mais dont on limite le développement à quelques séquences racontées. Mais il y a cette séquence où elle dévale la colline qui est sublime là, avec les autres, là, les voitures qui driftent et tout, enfin, c'est un ballet de voitures, c'est sublime, où elle explique que elle se retrouve en fait dans le drift parce que ça lui permet d'oublier ses problèmes, d'oublier ce passé qu'elle n'a pas, qu'on lui a raconté, et ce futur qui lui semble, sinon hostile, au moins très incertain. Ça me fait penser, quand tu parlais du ballet, de la parade nuptiale, ça me rappelle la séquence dans Mission Impossible 2 de John Woo, où en gros t'as une scène de drague exactement pareille. Oui, c'est vrai. Sur la route, où t'as les deux voitures enfin là c'est littéralement deux voitures qui s'amusent à se tourner autour, à se draguer, je sais pas, je me souviens plus si c'était sur une route de montagne ou quoi, mais en fait finalement on a un peu la même démarche ici. Enfin, je me demande même si c'est pas un clin d'œil en vrai, parce que c'est filmé plus ou moins de la même manière. Ouais, mais je suis d'accord, en fait c'est une toute autre manière de considérer la course ou le fait de rouler tout simplement par rapport à ce qu'on a vu avant en Amérique. Et oui, pour revenir à ce que tu disais sur le côté western, c'est vrai qu'en fait quand j'y pense, j'avais jamais pensé à ça, mais la course qui se passe au début de Tokyo Drift, elle emprunte tellement au western que il se retrouve carrément à rouler dans une espèce de résidence en construction. Enfin, il y a plusieurs logements, et c'est que des chantiers, et en fait on dirait des décors de western, on dirait des décors de... Quand ils traversent le truc avec les bouts de bois là, comment on appelle ça ? Exactement. Ouais, exactement. Et ouais, c'est vraiment la carriole, voilà. C'est vraiment la carriole qui traverse le saloon, tu vois. La diligence, c'est voilà. C'est vraiment la diligence qui traverse le saloon et qui détruit le décor. Ouais, mais c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, oui, c'est exactement ça. Et en fait, en même temps, c'est très pertinent finalement d'emprunter au western, notamment surtout avant d'arriver au Japon, parce que pour moi, le Tokyo Drift, en fait, et je pense qu'il s'en rendait même pas compte quand il a fait son film, c'est que lui, ce qu'il voulait, Justin Lin, c'était opérer une transition, c'était faire
un film charnière où il dit ok, bah maintenant je vais vous montrer autre chose, je vais vous montrer un autre endroit, une autre façon de filmer, une autre façon de rouler, de courir, et c'est ce qu'il fait. Mais le film, donc au début de Tokyo Drift, comme tu le disais, ça emprunte au western, parce que avant Fast and Furious était un pur western, c'était un western moderne, c'était filmé de la sorte, il y avait des plans sur des soleils couchants, soleils gigantesques, t'avais des affrontements avec des personnages iconisés en contre-plongée, t'avais des gouttes de sueur dans tous les sens, il faisait chaud, il faisait super chaud dans Fast and Furious, clairement on sentait vraiment le western moderne. Et dans Tokyo Drift, donc ça commence comme ça part, comme tu le disais, sur autre chose, avec des passages de nuit, etc. Et en fait, le film a tellement opéré une transition que c'est à partir de là que, déjà, Justin Lin va rester et va imposer sa marque sur la saga, mais en plus, partir sur toute autre chose, sur le film d'espionnage, le film de... Ouais, c'est carrément du film d'espionnage, enfin de braquage dans un premier temps, puis après un peu d'espionnage. Et c'est drôle, je pense pas qu'il s'en rendait compte à quel point son Tokyo Drift, qui a été boudé pendant longtemps et qui maintenant commence à être réhabilité, allait à ce point révolutionner la saga Fast and Furious. Ouais, c'est vrai qu'il a laissé une empreinte significative au point de perturber la chronologie. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Tokyo Drift est le 3e film réalisé, mais en fait, dans la timeline, les événements de Tokyo Drift ont lieu pendant Fast and Furious 6 et une partie de Fast and Furious 7, où Toretto va revenir à Tokyo pour récupérer la dépouille de Han et l'enterrer donc en Amérique, je crois. Et Han, qui n'est pas mort, revient au début du 9, je crois. Donc en fait, Tokyo Drift devient vraiment une espèce d'électron libre qui vient replacer les éléments dans leur contexte et assurer le développement d'un personnage qui est le personnage de Han, qui est interprété par Chen Kang, magistralement d'ailleurs, puisqu'il va marquer énormément la saga. C'est un personnage qui a beaucoup de charme en fait, et qui va marquer durablement effectivement la saga. On va le retrouver à partir du pas dans le 4 je crois, mais dans le 5 et dans le 6, avant qu'il aille du coup à Tokyo pour que se déroulent les éléments de Tokyo Drift et qu'il entre guillemets meurt. Et c'est un personnage qui est super bien placé, qui a des valeurs qui sont intéressantes et qui tranchent, je trouve, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est pas un personnage entre guillemets méchant, mais c'est pas un justicier non plus. Et en fait, on creuse pas trop le personnage dans le 3. On apprend vaguement qu'il est arrivé à Tokyo justement par un parallèle avec le western. Quand Sean lui demande ce qu'il est venu faire à Tokyo, Anne lui répond est-ce que tu vois les cow-boys solitaires qui foncent à fond sur leur cheval jusqu'à l'horizon ? Eh bien c'est moi, sauf qu'au lieu de traverser la frontière du Mexique depuis le Texas, je suis arrivé à Tokyo. Et il se montre vraiment comme une sorte de cow-boy solitaire et il lui explique qu'il a beaucoup de thunes et que si Sean lui a défoncé sa bagnole au début du film, c'est pas grave, puisque ce qui l'intéresse, c'est de filer une bagnole à un gars pour voir ce qu'il a dans le ventre et obtenir sa confiance. Et je trouve que c'est quelque chose de un peu candide, mais aussi d'extrêmement triste. Ouais, c'est vrai que je l'ai jamais considéré ça à ce point. Par contre, effectivement, je me suis toujours dit que c'était quand même sacrément con. En fait, j'ai toujours trouvé... Je suis censé le défendre, hein, je rappelle, mais... Non, mais moi, c'est pareil, j'étais censé défendre le 2, mais voilà, il a des mauvais côtés aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est que c'est là où tu constates parfois les défauts d'écriture de la saga. C'est que clairement. En fait c'est très naïf, c'est extrêmement naïf par moment. Et là on est en plein dedans où c'est juste. Enfin voilà quoi, je t'ai filé une bagnole hors de prix parce que je voulais savoir quel mec t'étais vraiment quoi. Ouais. Je voulais savoir qui tu étais, comment tu allais te révéler.
Et c'est très drôle. J'ai pu voir en toi. J'ai pu voir en toi. Il y a une bromance. C'est vrai en plus. Mais c'est comme tu dis, ça montre les défauts d'écriture et ça montre que le 3, je trouve, peut-être que déjà ils avaient le 4, le 5 et le 6 dans les tuyaux, j'en sais rien. Mais ça montre effectivement que les personnages... c'est comme si on était là pour poser les bases des personnages en se disant qu'on n'avait pas trop besoin de les approfondir puisqu'on le ferait dans les films suivants. C'est un peu bof, c'est vraiment, je trouve, le gros point noir du film. On a des personnages vraiment intéressants qui sont à peine brossés. On a par exemple le personnage de DK qui joue extrêmement bien. Enfin, il y a une séquence où on comprend que c'est c'est juste un petit caïd et qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui a une espèce de yakuza qui est son oncle Kamata, qui est interprété magistralement par Sonny Shiba. Et c'est le moment où je place que j'adore la VF de ce film, que j'ai découvert en VF et que je continue de regarder en VF parce que même la VF est incroyable. Et pour la petite histoire, la VF de Sonny Chiba dans le film, c'est José Lucioni qui a donc été très longtemps la voix française de Al Pacino. Donc il y a vraiment un côté voilà, parent, tu vois, ça pèse. Et il y a cette scène où il dit, où l'oncle dit à DK, qui lui est doublé par Philippe Valmont, donc, qui est donc qui a été le doubleur de Heath Ledger et qui est le doubleur aujourd'hui de Christian Bale, et où il se regarde et où il lui dit qu'en fait il est rien et qu'il fait un peu le con, et il lui dit tu sais que ton associé est en train de nous voler en fait, et il lui dit quelque chose de très fort. Il lui dit j'aurais aimé que tu sois comme ton père qui me manque et à qui tu ne fais pas honneur par tes actions à la con, quoi. Et il y a le début d'une vision de la famille qui n'est pas celle qui va être développée par la suite, qui est la famille japonaise, et qui est seulement un tout petit peu survolée, alors que ça aurait pu être vachement plus intéressant. Et cet oncle qui pèse incroyablement et ridiculisé à chaque fois. Pendant cette scène est super forte. Je trouve vraiment que Brian T joue très très bien. Et cette scène est très très forte et elle est coupée très vite. Et de la même manière, quand à la fin Shun se montre devant Kamata, oncle, et lui dit voilà, je vais me mesurer à Takashi pour mettre un terme à cette histoire. Kamata assiste à la course finale. Et alors qu'il rétame Takashi, il y a ce moment qui, pareil, aurait pu être incroyable, ce moment très western, où Kamata arrive, il s'approche avec ses sbires autour de lui, avec son grand costume noir, son chapeau, son cigare, enfin, il en impose, tu vois. Il en jette. Il en jette, il est face au personnage de Nila, il se regarde, et il y a une tension qui monte, et il lui dit « bien joué ». Et il se détourne, et à ce moment-là, t'as le lancement de la musique finale, qui est en général une musique un peu pop, rap, etc. Et paf, passage à la séquence finale. Mais non, mais casse-lui la gueule, mais fais quelque chose. Non, c'est un Yakuza quand même. Et bon, ça peut être intéressant, parce que du coup, ça rompt l'image que les mangas vendent des Yakuza. Autant... c'est un peu lèche quand même, c'est censé être le grand méchant de l'histoire, du coup c'est un petit peu bof. Et je trouve qu'en termes d'écriture, on est sur quelque chose d'un petit peu problématique. C'est aussi le cas du personnage de Nila, où comme j'ai dit, voilà, on raconte 2-3 fois d'une manière un petit peu dramatique que sa mère est morte quand elle avait 10 ans. Et alors que la franchise a montré qu'elle savait faire des personnages forts, le personnage de Letty est incroyable, le personnage féminin principal de Suki, celle qui roule dans sa Honda rose là, est géniale. Et là on a un personnage qui est celui de Nila, qui est interprété mais super bien en plus par Nathalie Kelly, qui est une femme absolument sublime et très expressive. C'est tout, et on ne la revoit plus en plus, cette jeune femme. Non. Donc nul quoi. Twinkie c'est pareil, le personnage de Twinkie, lui pour le coup est vraiment un ressort dramatique drôle, ce qui est dommage. Parce que le Bowo joue super bien, et voilà, je trouve que la plupart des personnages en fait sont pas poussés à
à leur maximum en termes d'interprétation et de manière de les creuser, alors qu'il y avait vraiment des possibilités. Bon, et puis après, on peut parler aussi de Shane Boswell, qui est interprété par Lucas Black, qui est censé avoir 17 ans, qui est interprété par un acteur qui a, je sais pas, il doit avoir au moins 30 ans à ce moment-là. C'est pas possible, les gars. Non, quoi. C'est terrible. Non, ça, quoi. Juste à côté, t'as Vin Diesel qui doit avoir quelques années de plus à ce moment-là. J'ai revu le film tout à l'heure pour l'épisode. Enfin, il était jeune, Vin Diesel, à ce moment-là. Il était tout fin et tout. Il le regarde, il fait petit. Oh, frérot, vous avez 5 ans d'écart. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, j'adore Tokyo Drift, vraiment. Mais niveau construction de personnages, c'est compliqué. Ouais, absolument. Et en plus, je pense que le film a aussi ces défauts-là. De ne pas entièrement se considérer comme un film, je pense. C'est qu'il y a plusieurs passages, c'est con, hein, mais il y a pas mal de regards caméra assumés. C'est vrai. Il y a des choses comme ça, et puis le Bowo, il apporte vraiment à ce film une dimension MTV, en fait. Ah oui, très clairement. Et d'ailleurs, tout le film, en fait, tout le film est extrêmement rythmé par la bande originale. Ça a toujours été le cas, enfin en tout cas dans le 1 et le 2 c'était aussi le cas. Mais là je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, un truc promotionnel, on sait pas ce qu'ils vendent mais ça... Totalement. Il y a un côté vraiment clipesque et ça se voit dans le mixage son qui est insupportable, vraiment. C'est poussé hyper fort quand t'as le son, quand t'as la musique avec les séquences un peu clipesques, et quand tu reviens au niveau des dialogues, t'entends plus rien. Le mixage sonore est désastreux, vraiment. C'est très très compliqué. Et je me souviens pas que c'était à ce point dans les autres. Mais c'est peut-être parce que j'ai vu la plupart des autres au cinéma, je sais pas, mais c'est quelque chose qui est très très marquant. Dans le 2 aussi c'est un peu le cas, mais là oui c'est vrai, il y a vraiment un côté promotionnel de toute façon de la bagnole de toute manière. Et ça se voit quand Twinkie dit à Sean viens voir, je conduis une bagnole, je vais te la montrer, et t'as le garage là qui passe en mode tiens, on dirait vraiment un chargeur de flingue, tu sais, qui tourne en mode tiens, je vais te montrer mes calibres et tout, et tu les vois passer, et t'as Sean Boswell avec ses doigts enfoncés dans son sac en mode ah bah ça y est, je suis plus au lycée, je suis en primaire, et t'as encore une fois ce côté voiture jouet qui est dans une boîte de cornflakes avec cette voiture verte dégueulasse. C'est incroyable avec Twinkie qui l'a conduit, qui dit regarde c'est ma bagnole et tout, et lui qui lui dit, et encore une fois on a ce mécanisme de moquerie avec Sean qui lui dit mais vous conduisez des vraies voitures du coup au Japon ou quoi? Je pense que c'est une petite pique très clairement assumée là pour le coup de l'Amérique vers le Japon au niveau des... Ce qui est très très drôle, sachant que les voitures principales qui vont être conduites par la suite c'est des Mitsubishi. Du coup, d'ailleurs, il conduit une Mitsubishi également, le personnage de Sean à ce moment-là, et ça va devenir la voiture phare des personnages, donc ce qui est très très drôle, je trouve. Toretto, je sais plus ce que c'est, mais elle est noire. Attends. Je sais plus ce que c'est pas une Dodge? Non. Non, c'est une quoi, putain? Si, c'est une Dodge Challenger. Putain, Hélène. Et oui, effectivement, et de la même manière, celle de Toretto, ce sera une... Et c'est très intéressant d'ailleurs de le mettre en lumière, parce que le Toretto, c'est depuis le début, sa voiture principale, c'est sa Dodge Challenger noire, qui est la voiture de Pierce dans le 2. Donc en fait, c'est la voiture de celui qui va devenir le principal coéquipier du personnage principal. Qui est pour le coup, ça va y avoir un subtil échange en fait entre la personne que Pierce est pour Brian, et la personne que Toretto deviendra par la suite pour Brian, il va passer d'un rival à quelqu'un. En plus, c'est vrai qu'on lui émet un personnage à l'instar de Vin Diesel qui est dur, qui est dans sa carapace, qui est différent, qui est pas du tout pareil. Pierce et Vin Diesel, Pierce et Dominique Toretto n'ont absolument rien à voir. Mais par rapport à Brian qui incarne le gentil, eux c'est la face un peu plus sombre. Je pense qu'il y a une possibilité par rapport à ça qui a été complètement balayée d'une manière complètement métacinématographique par le fait que Vin Diesel s'est mis à produire les films. Je crois que c'est depuis le 5. Donc mais ça se voit en fait. Ça se voit à partir du moment où effectivement
il va prendre le lead sur la production. Et bon, bah ça, après, c'est un autre débat qui va au-delà de l'analyse cinématographique, mais ça, très clairement, ça influe sur le rôle que le personnage va avoir. Et après, bah, il y a bien sûr tout un côté, mais ça, pareil, on pourra en parler des heures, de l'iconisation du personnage, qui va littéralement, effectivement, prendre la place de Buddy de Pierce, qui va être relégué peu à peu, je trouve, au personnage qui déconne, et qui va être intégré avec le personnage de Tej. Il va devenir plus ou moins... C'est les deux rigolos de la bande. C'est les deux rigolos de la bande, voilà, et du coup, les deux grands principaux, jusqu'à ce que malheureusement Paul Walker nous quitte prématurément pendant le tournage du 7. C'était vraiment, voilà, les deux héros, c'était le yin et le yang, le blanc et le noir. C'était, voilà, Ah, mais tu me parles de... D'accord. Toi, tu me parles de Vin Diesel et Brian, en fait. Ouais. Enfin, de Dominique. D'accord, Ouais. en fait, moi, quand je disais les deux rigolos, c'est par rapport à Tej et Pierce. Oui. Mais là, du coup, on les met vraiment ensemble, et du coup, comme ça, Pierce n'étant plus là, c'est Toretto qui va prendre effectivement la place de Buddy aux côtés de Brian. Et ça serait, si Paul Walker ne nous avait pas quittés prématurément, ça serait toujours le cas, en fait. Et c'est quelque chose qui montre que, effectivement, voilà, il y a une construction du personnage qui va énormément changer, vraiment à partir du 7, en fait, où le personnage de Vin Diesel va devenir cette espèce de super-héros, en fait. C'est surtout à partir du moment où on va commencer à intégrer le personnage de Hobbs, donc c'est à partir du 4, où il va y avoir vraiment ce côté super-héros avec cette manière de surenchérir sur les trucs complètement fous, qui sont défendables aussi, mais qui ne sont pas du tout ce qu'on retrouve dans les 3 premiers, une partie du 4e, mais qui déjà commence à être prise par ce qui va devenir un combat de titans, en fait, qui n'a plus grand chose à voir avec la course de voiture dans le sable qu'on voit dans les 3 premiers, quoi. Mais en parlant de ce changement radical qui opérera après et qui fera que finalement les voitures passent vraiment au second plan, ça me fait penser à, justement, comme je disais, Tokyo Drift, c'est un film charnière dans la saga. C'est là où il va y avoir un switch, et où le switch va être radical pour les films suivants. Et en fait, on avait ça par rapport au 4. Je sais pas si tu te souviens de l'époque où le 4 sortait. Les premières images qu'on a eues, c'était pas des bandes annonces avec des voitures, c'était pas des vrooms, c'était une course-poursuite à pied. C'était les premières minutes du film. Ouais. Une course-poursuite à pied entre Brian et un criminel dans un immeuble. Ouais. Et quand je me rappelle, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais pourquoi ils ont fait ça ? Et en fait, c'est là aussi où j'ai commencé à, une fois de plus, à me désintéresser de la saga et y revenir plus tard, à partir je crois que c'était à partir du 6 où je me suis dit, en fait, il y a des choses. Mais voilà, c'est vraiment à partir du 4 où il y a eu quelque chose qui a complètement changé, et où ils se sont dit, ok, en fait, on n'a plus envie de faire des films de voitures. C'est quand même incroyable qu'une saga qui s'appelle Fast and Furious, qui a commencé en parlant de tuning, de courses de rue clandestines dans les rues de Los Angeles, décide de sortir entièrement de ça et de faire des films d'action. Et juste des films d'action, quoi, pas des films de course, pas des films de voiture, des films d'action. Des films d'action, et on va perdre de vue la voiture. Vraiment. C'est ça. Et je trouve que c'est extrêmement révélateur de la direction que prend la série, et ça me rappelle de manière assez ironique un discours que le personnage de Setsuki a dans le 2, où à un moment les personnages font la course entre eux avec des rivaux pour gagner leur caisse. Et c'est les personnages dans Fast and Furious, dans les 3 premiers qui ne conduisent pas, ce sont des personnages qui sont considérés comme perdants. On voit d'ailleurs le personnage d'Eva Mendes, il est tout le temps à pied, c'est un personnage qui ne roule pas. Et le personnage de Suki dit très clairement aux autres Losers walks on. Les perdants rentrent en marchant. Et
on voit des personnages qui vont de moins en moins conduire des voitures, qui vont aller dans l'espace, qui vont conduire des tanks, des avions, tout ce que tu veux. Mais on va avoir beaucoup plus de parlotte, beaucoup plus d'espionnage, d'action, de machin, de personnages qui vont se regarder en faisant des regards incroyables, avec des regards caméra et tout, des trucs comme ça, hyper sérieux. Et on va perdre de vue effectivement ce côté très mécanique et très technique de la course-poursuite pour aller vers le film d'action. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la séquelle, un petit peu qu'on retrouve dans la séquelle Hobbs & Shaw, mais qui se perd en fait par la suite, et on va avoir des personnages... Dans le spin-off du coup le spin-off, pardon. Où on va avoir effectivement peut-être vite fait un retour aux sources, mais il y en aura plus par la suite, parce qu'à un moment donné, quand t'as fait 10 films, il faut penser à s'arrêter. Mais mais attends, mais tu dis ça, mais je crois que le 10, on l'a pas encore vu à l'heure où on enregistre ce podcast, mais il me semble que le 10 il continue à jouer sur la carte de revenir aux sources et revenir à la source du truc et tout. Donc, faut voir, il faut qu'on le voit, mais en tout cas je pense qu'il y aura plus... Enfin, faut pas dire que c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai, c'était juste différent, mais très clairement, il y a 1, 2, 3, et il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une belle manière de conclure tout ça. Tout à fait. Sur ce, je pense qu'effectivement c'est une bonne manière de conclure cet épisode. On les aime très fort tous les deux. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter sur le fait que ce sont 2 films vraiment charnières qui vont vraiment clôturer ce qui peut être finalement une première trilogie, et qu'à partir du 4 on va vraiment aller vers une nouvelle conception qui va être celle qui va rester par la suite de Fast and Furious, qui est celle effectivement de la famille. On déconne pas avec la famille. On déconne pas avec la famille. Et en tout cas, merci beaucoup à toi Hélène d'avoir discuté de Fast and Furious avec moi. Avec plaisir. On vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode des Miettes. Absolument. À bientôt pour les Miettes. Bienvenue pour les Miettes. Merci à tous. Allez, je coupe. Alors, au fait, on l'appelle comment l'émission ? C'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on appelle les Miettes ? Les Miettes. Allez, c'est parti. Bienvenue dans les Miettes. Ça me va. Alors ce soir. Alors aujourd'hui, on est ici pour se battre parce que on a... Ah putain, ça a des prix de vibreur. Vas-y, je mets tout en silencieux là, ça me saoule. Ah punaise, moi aussi, faut que je mette en mode avion. Ne pas déranger. Ouais, vas-y. Je mets en mode avion. Putain, ouais, on n'est pas pro, mec, on n'est pas pro. Voilà. Ça sera pour le bêtisier. Ouais. La famille, non, vraiment, c'est vraiment à partir du 4. Ouais, c'est le 4. C'est vraiment à partir du 4 qu'on a la rivalité entre Brian et la rivalité entre... Merde, j'ai un trou, c'est qui ? Le perso de Vin Diesel. Avec Dominique Toretto. Oh là là, putain. C'est vrai. Je recommence. Finiment désolé. Retiens bien là où t'en es. Je vais juste emmener le chien dans la cuisine parce qu'il fait trop de bruit. C'est insupportable. Excuse-moi. Le seul moment qui m'a rappelé justement ce film-là, c'est à un moment où ils sont dans le garage de... Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Ludacris. Oui, Tej. Comment ? C'est... Ouais. J'ai pas entendu comment il s'appelle ? C'est Ludacris, qui est interprété par Tej. D'accord. Alors non, parce que Ludacris, c'est le rappeur, c'est le mec dans la vraie vie. Oui, donc oui, c'est ça, putain. Oui. Donc Tej, qui est interprété par Ludacris. Ok. C'est ça. Tu couperas ça au ouais, montage. Je suis fatiguée. Ah, tu sais, j'ai ta carrière entre mes mains, tu sais. T'as ma carrière entre les mains, attends. Ah, mon stylo, attends. Je note qu'on s'est planté. Et je vais allumer la lumière parce que frérot, je suis dans le noir là. Y a pas de souci. Par contre, pour savoir, est-ce que t'as les fenêtres ouvertes au fait ? Non. Et je suis désolée, c'est des putains de bagnoles qui passent. Non, c'est même pas les bagnoles. Mais alors, c'est peut-être chez moi. En fait, j'entends des piafs. C'est chez moi. Je sais pas, je pensais. Il y a des piafs dans la rue qui chantent, c'est ouf. D'accord. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je suis désolée. Non, mais après, écoute, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais oui. Tu mettras de la musique. Ouais, je mettrai de la musique. Mais non, mais par contre, ouais, on les entend grave. Mais après, écoute, on va. Je suis désolée. Non. C'est chez moi. Y a pas de souci. Il y a les voitures et il y a les oiseaux. Y a pas. Ouais. C'est une belle manière de conclure tout ça.
Tout à fait. Bon, il n'y a pas de vainqueur. On n'a pas fait les points. Les prochains, il faut qu'on fasse des tableaux de points. Non, tu vois. meuf, c'est pareil. On n'a pas du tout... On s'est pas du tout battu. On s'est pas du tout battu. Tu veux qu'on se batte maintenant? Tu veux qu'on fasse un t'attends. SMR ring? Je t'attends. Non, mais c'est vrai que... Avec des vieux bruits. Des vieux bruits de cinéma bis. Mais si tu veux, vas-y, je vais chercher je sais même pas où je vais avec cette blague. Je vais chercher ma machine à bruitage. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis fatigué. J'en ai une, j'ai un didgeridoo. Mais là, à l'heure où on enregistre la fin de ce podcast, il est 22h. Alors si je sors le didgeridoo, je pense que je vais me faire arracher la tête. Mais il est là. Au moins, il y aura du fight. Vas-y, sors-le, s'il te plaît. Il est présent, mais non mais je peux pas, je vais me faire niquer. Non, mais... la prochaine fois, on peut mettre des punchs et tout. Faudra qu'on essaie. Faudra vraiment qu'on essaie. Ça marche, on fera ça.